Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode des Tontons Golfeurs. Je suis avec mon ami Antoine Schwartz et Sébastien Gros. Vous allez bien les gars? Bah moi je suis pas ton Ça va ami et on toi, dirait hein? donc t'as juste dit mon ami Pourquoi? Parce Antoine. que t'es cité en C'était deuxième. au pluriel. Ah mon ami avec un S. Ça va bien merci. Salut les gars. Sébastien, c'est ça? Ouais. T'es beau Sébastien, qu'est-ce que t'es beau. Quand tu bois ton café comme ça. Bah ouais les gars. Bon. On va pouvoir enregistrer un épisode sur un sujet qui nous tient à cœur donc moi je suis très content. Et pourtant on va pas parler de toi. Et non. Donc un épisode intéressant qui va être sur la partie mentale de notre jeu préféré du golf. Un épisode grâce à vous encore une fois car vous avez été nombreux à nous poser des questions sur le sujet. Donc un grand merci à vous tous à chaque fois de bien jouer le jeu et ça nous permet de faire des épisodes encore plus centrés sur vous et répondre aux questions qui vous empêchent aujourd'hui de progresser ou qui vous bloquent ou des choses qui peuvent vous aider en tout cas à améliorer votre jeu de golf. Des freins à votre expérience golfique, tu vois. Peu importe que ça soit pour performer ou pour simplement s'amuser c'est vraiment des freins à l'expérience golfique qui peuvent être parfois techniques, parfois physiques et parfois mentales. Et d'ailleurs, en parlant d'expérience, cet épisode sera bien sûr basé sur notre propre expérience. Ce n'est pas notre profession de s'occuper du mental au quotidien, même s'il y a une grosse partie mentale dans le métier de Sébastien qui est encore de jouer et nous dans la pédagogie et dans la transmission qu'on a chaque jour auprès de nos élèves. Et malgré le fait que moi j'ai fait une petite formation de préparateur mental, je n'en suis pas un pour autant. Ça me permet de mieux comprendre cet aspect qui est quand même très important pour la pédagogie et puis pour l'évolution des golfeurs. Moi, je pense que pour se former, de toute façon, il n'y a pas, entre guillemets, de profession. Tu peux être, je sais pas, PDG d'entreprise, tu peux être carrossier. Tu as envie de te former sur quelque chose, il suffit d'avoir des formations comme tu as faites. Ça ne fait pas d'autant toi un préparateur mental, mais juste acquérir une expérience supplémentaire et tout simplement découvrir, être curieux. Bien sûr. Donc un grand merci à nos sponsors, un grand merci à Wally Clubmaker pour tout le montage vidéo et pour toutes les aides dans ce projet des Tontons. Donc merci à toute l'équipe de Wally Clubmaker pour leur aide. Un grand merci également à Callaway qui nous suit depuis maintenant 29 épisodes et qui j'espère va continuer à nous suivre jusqu'au 1300e parce qu'on va aller très loin avec notre aventure des Tontons Golfeurs. Donc Callaway, Club, Bois et évidemment derrière les putters Odyssey qui vous feront bien putter aussi. Et un grand merci à Golf Planet, notre partenaire média, donc un média digital, 100% digital, 100% gratuit, aussi bien pour avoir les actus chaudes au jour le jour grâce à l'application que vous pouvez télécharger, qui est gratuite aussi, et gratuite à l'utilisation. C'est pas une fois qu'elle est téléchargée, hop, il faut mettre le numéro de CB. Non, là c'est tout gratuit. Et puis vous abonnez aussi à la newsletter pour avoir tous les récaps les lundis. De l'actualité golfique et bien évidemment aussi les publications des Tontons Golfeurs. Magnifique. Du coup, cet épisode, comment on va l'articuler ? On a repris l'ensemble de toutes les questions, des thèmes abordés par vous tous. On a essayé de les regrouper, de réunir celles qui sont dans le même thème, d'essayer de faire un peu un résumé de tout ça pour essayer de vous aider au maximum. Avant tout ça, on va peut-être essayer de définir qu'est-ce que c'est le mental et son utilité dans le golf et aussi dans la vie de tous les jours. Seb, je te laisse engager sur ce premier bloc, on va dire. Ouais, moi le mental, je le vois comme un sujet qui est très 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 large, qui va avant tout parler de. Là, on va pas faire un cours d'anatomie, c'est clairement pas nos compétences. Mais moi, je vais vraiment dire à ce qui touche en fait au cerveau, donc à ce qui se touche à ce qu'il y a entre les deux oreilles, parce que c'est de là que c'est de là que partent toutes nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et qu'elles ont une influence énorme sur notre confiance en soi, sur notre capacité à s'adapter à un environnement, sur notre capacité à
avoir accès à nos compétences et à nos connaissances dans un instant T. Donc, moi, c'est comme ça que je le définirais simplement. C'est sur tout ce qu'on a comme discours interne lors d'une partie de golf ou lors d'un entraînement ou quoi que ce soit. Ouais, c'est assez bien résumé, Sébastien. C'est toujours dur de passer. J'ai essayé de faire court. Il a un côté très philosophique sur tout ça. mais effectivement, voilà, le mental, comme tu disais, est extrêmement large. Là, on va bien évidemment parler, nous, spécifique golf. Mais si je dois déjà définir une personne qui peut avoir un bon mental, moi, la première chose qui me vient, c'est quelqu'un qui gère ses émotions. Donc, effectivement, ses émotions soient positives ou négatives. Parce que dans la plupart des cas, on dit que tu n'as pas de mental, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ne pas avoir de mental? C'est quelque chose qui, bien sûr, se travaille. Il ne se travaille pas forcément aussi avec des préparateurs mentaux. Il peut y avoir aussi la préparation mentale qui est faite seule, avec des livres. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Donc je trouve que déjà tout ce qui peut tourner autour de la psychologie aussi peut avoir un aspect mental, et c'est extrêmement intéressant de s'intéresser à ce côté vague du mental. Ouais, de toute façon, c'est un travail sur soi-même. On l'a déjà un peu abordé tout au long de ces épisodes. Nous, on est beaucoup dans le fait de bien se connaître pour bien jouer au golf. Et ça fait partie vraiment de aussi cet aspect du golf, la partie mentale, d'arriver à bien se connaître, à connaître nos limites, à connaître nos freins, à connaître nos peurs. Et effectivement, d'arriver à mieux les contrôler, mieux les appréhender, mettre des actions en place qui nous aident à ne pas succomber à ces différentes peurs. Et ça, effectivement, on peut être accompagné par différents types de personnes, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des coachs, des personnes, des préparateurs mentaux, de différents corps de métier à l'intérieur de ce métier-là, avec malgré tout attention, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se disent préparateurs mentaux, qui ne le sont pas forcément. C'est un travail, c'est un travail les résultats peuvent être au début impalpables en fait. Donc du coup, je dis pas que c'est facile de faire croire à quelqu'un qu'on sait, mais pas loin en fait. Il suffit d'être convaincant. Alors ça peut marcher, on appelle ça la méthode Coué, ou de la psychologie de comptoir, mais en fait parfois quelqu'un, il y a des gens dont c'est vraiment le métier et il y a des gens dont c'est pas vraiment le métier. Donc comme dans tous les métiers, il y a des personnes qui sont fortes et il y a des personnes qui sont moins fortes. C'est un petit peu, je pense. Et c'est pas évident de déceler la différence, en tout cas dans les premiers temps. Et parfois ça peut avoir des conséquences, notamment quand c'est ton métier. Toi, de devoir bien jouer au golf, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être néfastes sur ton évolution. Oui, c'est même hyper important. Alors moi, je me permets de revenir sur un mot que tu as dit tout à l'heure, que justement, je n'ai pas aimé. Tu as dit le mot « contrôler ». Et justement, je pense que c'est un épisode sur lequel on va justement éviter d'utiliser ce mot. Et tu sais quoi, quand je l'ai dit, je savais que ça allait pas te plaire. Et en plus, c'est toi qui as la préparation, qui a la certification en préparation mentale. Ça, c'est des mots qui sont compliqués à utiliser. Donc, En tout cas, c'est vrai que par rapport à la psychologie, à la préparation mentale, on va avoir beaucoup de choses à dire. Moi, on en a déjà parlé, je crois, dans d'autres épisodes. Mais moi, c'est un mot que je déteste, le mot préparation mentale. J'aimerais que ça s'appelle la dépréparation mentale. Parce qu'on a tendance justement à avoir un mental qui est beaucoup trop actif et beaucoup trop... qui est un trop grand frein en fait à notre épanouissement sur le parcours et à notre performance. Donc si dans cet épisode on arrive à vous aider à trouver des clés pour vous dépréparer mentalement en fait, à simplifier les choses, ça sera une grande réussite selon moi. On va passer sur un premier thème. Qui était, c'est quelque chose qu'on entend souvent, donc c'est bien de l'aborder, que ce soit au niveau des journalistes ou des commentateurs ou des personnes qui regardent le golf à la télé, le mot et l'expression craquer. Alors qu'est-ce que tu en penses, Antoine, sujet que tu connais bien. Non, c'est une blague, ça va. Pardon, alors on va développer le sujet. Pourquoi, Sébastien? Parce que je craquais souvent sous le poids de l'émotion, de mon mauvais mental. Je contrôlais beaucoup trop. Non, mais c'était une blague, Antoine.
Non mais voilà, il le prend Non mais voilà, personnellement. sujet très ça, sensible. Voilà, ça y est. Je suis pas venu ici pour souffrir. Tu vois, je t'ai dit, Sébastien, déjà. Voilà, il craque. Enfin, oh, pardon. Non, mais craquer, effectivement, bon, déjà, je trouve que c'est violent comme mot. C'est très violent, c'est très dur à entendre quand tu as effectivement ce mot qui apparaît, je trouve, sur les réseaux sociaux, de la bouche de journalistes en disant « il a craqué ». Je trouve que c'est dur à entendre déjà d'une. Maintenant, craquer, voilà, c'est tellement un métier difficile que pour moi, c'est pas craquer. C'est faire une erreur qui aurait pu être évitée. Je trouve que le mot craquer n'a rien à voir avec tout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je pense que c'est une expression qui est un peu trop facile, en fait, si tu veux, un peu généraliste, pour dire que quelqu'un n'a pas réussi à finir un tournoi. C'est accusateur. C'est accusateur plutôt que d'être construit sur des... C'est accusateur suite à des faits plutôt que d'être construit vis-à-vis d'une émotion particulière quand on essaie de se mettre à la place de la personne, en fait. Parce que tu as utilisé le mot métier, Antoine, mais il y a plein de gens qui nous écoutent dont c'est pas le métier, donc et qui ont des sensations de craquer. Je mets des guillemets vu que je déteste aussi cette expression, que je trouve justement très accusatrice et culpabilisante. Et ça vient beaucoup avec ce que tu as dit dans la définition du mental. Craquer, c'est souvent avoir eu du mal à vivre avec les émotions qu'on a ressenties dans l'instant, parce qu'on est sorti de ce qu'on voulait faire, qui pouvait être faire de son mieux, qui pouvait être essayer peut-être de gagner le championnat du club, peut-être de descendre, d'avoir son premier index, que sais-je. Mais c'est souvent parce qu'en fait, on est arrivé à un moment là où on atteignait peut-être un objectif ou là où on touchait un objectif. Et c'est souvent ce rapport à l'objectif qui fait qu'on peut avoir beaucoup d'émotions qui arrivent et on n'est pas forcément préparé à les gérer. Et déjà, éviter de l'employer, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, c'est quelque chose qui est néfaste et qui n'est pas bon. Et vous, si vous vous répétez... sans cesse que vous avez craqué, de toute façon vous craquez à chaque fois, toutes ces choses-là sont vraiment pas bonnes à entendre. Et sur le long terme, vous allez vous allez commencer à y croire et puis ça va se répéter. C'est des scénarios qui vont se répéter. Essayez d'être un petit peu plus éloigné de la situation une fois qu'elle est passée et d'essayer de voir quelles choses vous pouvez mettre en place pour effectivement mieux gérer la prochaine fois cette partie de partie ou cette fin de partie ou ces événements-là qui se sont passés pendant votre partie. En tout cas, évitez d'être dur avec vous-même sur le jugement, que les autres le soient. Bon, c'est déjà pas sympa, mais vous déjà, essayez d'être bon avec vous. Selon moi, craquer veut souvent dire qu'on était bien déjà. Ça veut dire qu'on jouait bien. On craque rarement au départ du 1. Ça, c'est un autre type de pression. Mais donc, il est évident que si on fait une analyse après la partie, après un moment, donc du coup, vous avez très mal joué les 3 derniers trous alors que vous étiez en train de faire la carte de votre vie ou simplement de faire juste une très bonne journée, il est importantissime de faire une analyse après la partie, idéalement un peu à froid, parce qu'à chaud, ça va être difficile du coup de gérer les émotions et d'avoir un avis objectif. Mais c'est évident que si vous avez très bien joué pendant 15 trous et que les 3 derniers ont été catastrophiques, c'est évident que vous avez changé votre manière de faire ou vous avez changé votre manière de penser. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans « je joue au golf et je me fais plaisir et il y a plein d'espèces d'oiseaux différentes sur ce parcours et je me régale ». Et sur les 3 derniers trous, oh là là, je vais baisser mon handicap, Et c'est pas forcément de s'être focalisé sur le résultat, parce que ça arrive de très bien jouer pendant 15 trous en ne pensant que au résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a changé après. Il y a eu un switch. Et il y a une phrase, je crois, qui vient de Tom Lehman, qui disait quand vous commencez à ressentir de la pression, donc Tom Lehman, joueur américain qui a été numéro 1 mondial et qui a joué moult Ryder Cup, et qui disait en anglais « When you feel the pressure, embrace it, because you are where you've trained your life to be at ». C'est quelque chose comme ça. Donc ça veut dire quand la pression vous
Quand vous faites face à la pression, c'est que vous êtes enfin, vous pouvez l'embrasser, vous pouvez la prendre dans vos bras, parce que ça veut dire que vous êtes enfin là où vous vouliez être quand vous vous êtes entraîné ou quand vous avez simplement pris le départ du 1. C'était pour bien jouer, souvent. Donc, il faut réussir à analyser, parce qu'on va trouver une constante, en général, quand je, entre guillemets, craque, ça vient souvent en fait du même switch de pensée et qu'on se réfugie dans la même pensée. Et c'est important d'avoir cette pression pour bien jouer. On peut pas. On dit que les plus grosses performances se réalisent quand on est sous pression, mais ça ne veut pas dire que cette pression, elle a été bien appréhendée, bien gérée, on a mis les bonnes choses en place, mais elle est nécessaire à la performance. Il ne faut pas chercher à ce que vous n'ayez jamais de pression. Elle élève le niveau de vigilance. La pression, elle élève le niveau de vigilance. Et la pression, je sais qu'on avait prévu d'en parler plus tard dans l'épisode, mais je trouve qu'elle arrive pile poil au bon moment. C'est comme la pression au départ du 1. Moi, si je peux me permettre, vu que je suis toujours en activité, je ne sais pas ce que ça vous fait, vu qu'en plus maintenant, peut-être vous vous sentez moins armé. Donc c'est soit ça vous a totalement enlevé la pression, soit ça vous en rajoute. Je pense que ça dépend un peu du contexte. Mais personnellement, là, si après l'enregistrement de l'épisode, j'allais faire 9 trous, tout seul, pas de problème. Avec des copains, je vais forcément avoir une petite pression parce que j'ai envie de bien jouer. Pour montrer que c'est mon métier, même si mes copains le savent très bien. Si je vais jouer avec des partenaires, ça va être pareil. Et puis quand je prendrai un départ de tournoi, j'ai toujours la pression au départ du 1. J'ai toujours la pression, mais c'est parce que c'est ce que j'aime et j'ai envie de performer. Donc j'ai envie de performer, ça va se manifester par les mains qui tremblent un peu, ou le cœur qui bat plus fort, un peu moins de respiration, les jambes qui tremblent un peu. On le vit tous. Et le départ du 1, il a toujours une saveur particulière. Là, tu citais pour toi en activité, mais moi, Antoine, je pense que c'est pareil aussi. Le départ du 1, quoi qu'il se passe, il y a toujours un truc. Enjeu ou pas d'enjeu, il a toujours une saveur. C'est l'entame de la partie, c'est le premier coup. Tu t'es pas jaugé encore, tu sais pas comment t'es aujourd'hui. Même si tu as tapé quelques balles au practice, tu sais pas, voilà, c'est le début un petit peu de ta... C'est le début de ton aventure du jour, en fait. Ouais, de l'aventure du jour, et forcément, elle a toujours une saveur particulière, et du coup, elle prend une importance particulière, et on sait qu'au commun, quand on commence à mettre de l'importance sur quelque chose, ça crée des émotions qui après peuvent provoquer certaines choses chez l'un et chez l'autre. Cette pression, selon moi, elle vient très souvent d'un jugement, que ce soit un jugement personnel ou un jugement de la part des autres. C'est vrai qu'à partir du moment où tout cela commence à monter, c'est juste que cette pression monte, c'est juste que vous mettez un jugement qui risque d'être trop élevé, ou tout simplement aussi de la part des autres. Il y en a qui ont beaucoup d'attentes de la part des autres, de ce que pensent les autres de vous. Le regard des autres. Ouais. Exactement. Mais au final, selon moi, c'est vraiment ça qui vous pousse à vous mettre le plus de pression possible. J'ai l'impression que les meilleures personnes qui ont la meilleure gestion des émotions ou autres sont des personnes qui arrivent bien évidemment à se relâcher de tout le contexte de résultats, mais aussi qui ont vraiment peu importe en fait le jugement qu'ils vont avoir des autres, même le jugement de soi, c'est un trait qu'ils vont avoir sur eux à faire, mais les autres, ils s'en foutent complètement. Et moi, je trouve qu'on est souvent face à l'échec lorsqu'on accorde de l'importance sur ce que vont penser les autres. Ouais, et ça, c'est un travail que moi j'ai fait. C'est un travail qui est pas facile parce que on est fait ou pas fait de cette façon-là. Il y a des personnes qui sont naturellement beaucoup moins sujets au regard des autres. Il y en a d'autres qui le sont. Bon, pour des questions de confiance, des questions peut-être de passif aussi dans votre vie personnelle, qui ont pu mettre des doutes de confiance par rapport aux autres. Et ça, c'est des choses qui peuvent se transmettre dans votre golf, parce que j'aime bien dire quand même que le golf est assez représentatif de comment on est dans la vie de tous les jours. Et je trouve maintenant qu'on se connaît aussi tous bien, et on en rigole parfois et on se charrie d'ailleurs parfois là-dessus aussi, mais il y a beaucoup de similitudes entre comment on est dans la vie de tous les jours et comment on est sur un parcours de golf. Il y a des choses qui s'en rapprochent, et forcément, il y a des points positifs. Et il y en a d'autres qui sont négatifs qu'il faut arriver à détecter pour pouvoir travailler dessus. Pourtant, Antoine, il va toujours m'aider à chercher mes balles alors qu'il est égoïste. Exactement, ça je le fais par obligation et par étiquette.
Et en fait, non, c'est pour bien chronométrer si Ouais, tu c'est fais pour pas être plus de sûr. 3 minutes. Et ça me fait partir sur, pareil, sur un autre point qu'on a pu voir, ça va avec donc la pression au départ du 1, elle va aussi avec le niveau de jeu qu'on va déployer pendant une partie qui, selon l'événement auquel on fait face, donc selon le type de compétition, ou que ça soit un entraînement, ou que ça soit juste une partie amicale, on peut se mettre à ressentir différents types de pression aussi. Qui, je trouve que parfois la partie amicale, moi la partie, pour faire écho avec ce que tu disais Antoine, je trouve que parfois les parties que je fais avec mes sponsors, avec mes partenaires, je ressens une pression qui est presque plus forte qu'en tournoi, qui est différente. Parce que justement, je me sens impacté par le regard qu'ils peuvent porter sur moi. Ce qui en plus est complètement faux, parce qu'en général, c'est des gens avec qui j'échange énormément, donc qui comprennent très bien, parfois même la volatilité du jeu, le fait que ça soit aussi pas tout le temps, tu sois pas tout le temps dans des bonnes périodes. Mais du coup, moi, quand je joue avec eux, j'ai toujours envie de bien jouer. Donc ça m'arrive d'être tendu. T'es clairement dans le sujet du jugement. Il y a un moment, complet. en fait, où tu as jugement, c'est que là, tu es quand même avec des gens qui t'aident parce que et t'as envie parce que tu es performant et tu as envie, c'est naturel, c'est humain. Et je trouve que c'est un bon exercice de leur rendre, en fait. Moi, quand je joue avec des partenaires, je trouve que c'est un des exercices qui se rapproche le plus, voire qui outrepasse la pression que je ressens en tournoi. Donc, c'est un bon exercice pour pouvoir justement gérer la pression. Certes, c'est par rapport au regard des autres, mais c'est surtout parce que je me trompe de montagne à escalader. Ma montagne à escalader, elle est de faire la meilleure partie possible. Ça, c'est mon métier, c'est faire le meilleur possible. Que le meilleur résulte en 65 ou en 75. Mais mon but, c'est de faire le mieux possible. Par contre, si je me centre justement sur les mauvais objectifs de la partie, sur les mauvaises raisons pour lesquelles je me pointe sur le parcours, c'est-à-dire jouer de mon mieux pour éviter de mal jouer devant mes partenaires, bah là, normalement, tu vas prendre un mur. Ouais. Parce que ça, c'est encore une question de quand on gère la pression, souvent on se dit « Oh, je vais essayer de faire à peu près ce que je sais faire pour éviter de perdre la balle ou pour éviter de faire une mauvaise partie. » Et dès qu'on commence à être dans une stratégie d'évitement plutôt que dans des intentions claires de voilà ce que je vais faire et voilà comment je vais être et me comporter sur le parcours, là, on passe vraiment un vrai cap mental quand on est concentré sur faire les bonnes choses et être la bonne personne. Et non pas se tromper de montagne à escalader il faut que je joue bien parce que, ou pour lui, ou ça peut aider pour lui parfois de temps en temps, une raison externe, mais sur le long terme, je pense qu'on prend un mur rapidement aussi. Ouais, mais c'est toujours, de toute façon, c'est toujours ça. Moi, je sais que je le ressens, ça. Donc, quand je jouais avec des personnes, par exemple, au Pro-Am, où je savais qu'ils avaient, tu vois, la possibilité de me sponsoriser pour les saisons. Maintenant, quand on joue des Pro-Am ou en stage, des élèves que j'ai depuis longtemps, qui m'ont jamais vu jouer, c'est la première fois que je joue avec eux, j'ai envie de bien faire, forcément. Quand j'ai joué avec eux des dizaines de fois, ils savent cette volatilité que tu disais, de temps en temps tu joues bien, de temps en temps tu joues mal. Mais quand c'est des élèves que moi j'ai aussi au quotidien et qu'en plus je leur dis ce qu'il faut faire et que sur le parcours je fais une partie horrible, forcément au départ du 1, je sais que j'ai envie de bien faire. Là, vous parliez tous les deux, par exemple, quand vous jouez avec des partenaires, des sponsors. Mais donc, du coup, est-ce que c'est la relation à l'argent vis-à-vis d'eux qui vous dit en disant si jamais je ne fais pas bonne impression, du coup, ils vont peut-être un peu moins croire en moi. Est-ce que c'est par rapport à ça? Parce que clairement, moi, c'est mon ressenti dans moi, c'est le jugement de personnes où j'ai envie qu'ils aient un bon jugement de moi. C'est des personnes où j'ai le jugement de personnes dont l'avis te tient à cœur. Parce que vu qu'ils t'aident, ça veut dire qu'ils croient presque au moins autant que toi en ton projet. Parce que ça va pas être du mécénat de juste allez tiens il est sympa on lui donne 3 ronds. C'est qu'ils croient en un projet et que du coup ça donne une idée. Moi ça a toujours été un rapport de quand je joue avec eux de potentiellement leur prouver qu'ils ont raison de m'aider dans mon projet parce que je suis un bon joueur de golf et que je suis une bonne personne. Et que ma manière de vous remercier, c'est de vous montrer ce dont je suis capable de faire. C'est pas du tout dans une question de justification de tu mets de l'argent parce que je joue bien ou il faut que l'an prochain il continue à m'aider.
c'est pas ça, parce que souvent les partenaires sont des golfeurs, donc ils savent quand même qu'un jour tout va bien et le lendemain tout peut aller beaucoup moins bien. Mais c'est vraiment par rapport non, justement, que à la relation humaine, hein, justement, de tu crois en mon projet, j'ai envie de te montrer que tu fais bien de croire en mon projet, c'est cool, quoi. Et donc, pour ça, ça va nous amener à la deuxième. Là, je pense qu'on en a déjà traité 4 ou 5. Parce qu'on pour juste rebondir là-dessus, vu que j'avais lancé sur le côté compétition comparé à l'entraînement ou à l'extérieur, c'est que très souvent, je veux juste bien mettre l'accent dessus, c'est que très souvent, l'objectif n'est pas le bon. Il est dans une stratégie d'évitement, je le redis, parce que c'est aussi une problématique à laquelle je fais face en tant que joueur professionnel, parfois quand je me sens moins bien. C'est que je me rends compte que mentalement, je commence justement à commencer à faire des coups pour éviter de la mettre à tel endroit. Plutôt que, je sais qu'il y a un danger à tel endroit, mais moi c'est très bien, mais moi je vais là. Et d'avoir une stratégie conquérante, ce qui ne veut pas forcément dire agressive, ça va être d'avoir une attitude conquérante en je vais là-bas. C'est là que je vais. Et non pas, je fais tout pour ne pas aller là-bas, ou je fais tout pour contacter la balle correctement. Enfin, si, je fais pour contacter la balle correctement, si. Mais où, attention, il ne faut surtout pas que je fasse une soquette. C'est ces mauvaises pensées-là, c'est de se tromper de... En fait, je vais là, je vais à cette cible. Et ça n'empêche que vous pouvez effectivement anticiper. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder qu'il y a un danger à droite et que je tape tout droit, je m'en fiche, etc. J'anticipe, je sais dans ma stratégie qu'il y a un danger là. Je vais mettre un coup en place qui peut-être m'enlève ce côté-là en jeu, soit par le choix du club, soit par la trajectoire. Et après, par contre, c'est ce que disait Seb, c'est j'exécute pour faire le bon coup. Et je ne suis pas j'essaye de ne pas faire le mauvais coup. Et effectivement, c'est quelque chose qui est souvent qui est récurrent et à tous les niveaux de jeu, où parfois tu te retrouves, parfois vous avez là où moi je l'ai plus ressenti, c'est par exemple, vous l'avez tous vécu, les personnes qui nous écoutent, tu es en train de faire une super partie, tout va bien, tu tapais bien, tu allais faire des birdies, des pars, etc. Et puis à un moment au 15, tu te rends compte que tu es bien, qu'il te reste 3 trous à jouer, et puis alors là, tu joues plus du tout ce que tu étais en train de jouer, tu commences à jouer pour éviter tous les dangers, pour essayer de terminer la partie. Et là, bizarrement, ça se passe beaucoup moins bien. Et donc là, en fait, c'est ce que disait Seb tout à l'heure, tu as changé l'état. Oui, c'est le mot que je déteste aussi, maintenant je vais assurer. Ça veut dire quoi? Ouais, et d'ailleurs, tu assures moins parce que tu es en train de moins assurer. Ouais, parce que tu te mets à plus faire ce que tu sais faire. Donc, ouais. Non, c'est surtout adapter en fait sa stratégie. Il y a un moment où la stratégie, tu l'adaptes au fur et à mesure. Mais effectivement, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'au départ, tu avais besoin d'être un peu plus agressif dans différentes situations. Maintenant, tu peux être un petit peu plus safe, mais ça n'empêche que l'objectif, c'est de jouer une zone. Et ce n'est pas, comme vous disiez, de s'écarter de la mauvaise zone. C'est Tiger une zone qui nous intéresse. Tiger qui disait qu'il n'avait jamais joué défensif. Il a toujours joué agressif et parfois il a joué agressivement des cibles défensives. Ouais. Mais que par contre, il a toujours joué ses coups d'une manière agressive, même s'il jouait 15 mètres à droite du drapeau ou court d'un obstacle d'eau. Par contre, c'est des swings qui sont positifs. C'est toujours sur une démarche positive. Ouais, moi, je le compterais ça par rapport au fait, quand je ressentais ça, que je sentais que je n'allais pas jouer le coup, du coup, tu sais, de jouer, tiens, je vais jouer un petit drive ou je vais jouer un petit coup de bois 3 pour assurer, tu vois, des phrases qui ne sont pas bonnes, tu vois. En fait, je préférais me mettre avec un club, par exemple, plus petit, me dire je vais taper un coup de fer 3 ou un coup de fer 2, mais du coup, qui m'oblige à être joué et à être exécuté physiquement joué, ouais. Parce que ça m'aidait, moi, à l'engagement mental, tu vois, le fait de le sentir physiquement m'aidait à le transposer par rapport au mental. Il y a souvent cette erreur-là, parce qu'on parlait de vouloir faire un petit coup, je vais mettre un petit coup de fer 8, mais oui, un petit coup de fer 8, c'est bien, mais c'est une question d'engagement ensuite dans le coup. Donc, je décide de mettre un petit fer 8, mais avec de l'engagement. Ça ne veut pas dire non plus accélérer, ça veut dire quelque chose de très positif par le fait de là où vous avez envie d'envoyer la balle, mais surtout pas de se débarrasser d'un coup, un tout petit coup de fer 8, et puis comme ça. Ouais, non. C'est pour ça, un petit coup de bois 3, c'est un coup de bois 3 qui a de l'engagement. On peut réduire un petit peu la vitesse parce qu'on veut peut-être aller à engagement ne veut pas dire vitesse, ouais. Ouais. Voilà, exactement. Et c'est le problème de ce sport, hein, c'est que tous les mots, vous voyez, on peut se reprendre en fait. On dit des mots
qui sont mal interprétés et parfois ils le sont bien pour toi, ils le sont mal pour un autre. Quelqu'un, engagement, ça peut être tout de suite vitesse. Pour quelqu'un d'autre, il a compris que c'était pas vitesse. Ouais, il a compris que c'était force. Ouais. C'est très important d'avoir le bon discours. Alors déjà pour soi, mais aussi quand tu l'exprimes. Et nous, on l'exprime justement. Là, c'est un épisode qui est basé sur nos expériences. On l'exprime aussi de notre façon. Et la force, je pense, de quelqu'un qui peut vous aider vraiment bien au niveau mental, c'est quelqu'un qui, comme nous, on le fait dans la pédagogie et dans le coaching au quotidien pour le jeu de golf. En fait, c'est de s'adapter à la personne et au discours de la personne qui est en face de nous et d'arriver à trouver justement les mots qui vont déclencher les bonnes choses chez la personne. Et pas être en fait en disant non, c'est ce mot-là, alors que ce mot-là, en fait, pour toi, il veut dire autre chose. Et même si on te l'explique, en ressenti, quand on te le dit, tu as une forme tu peux sentir une agression, tu peux sentir un jugement, tu peux sentir quelque chose qui, en fait, n'est pas ce qu'on a voulu te faire passer comme message par rapport aux mots utilisés. Dans tout ça, je pense qu'on peut mettre des choses en place, notamment dans les routines de jeu. Les routines de jeu, ça reste le moment où on peut mettre les meilleurs éléments pour nous aider, que ça soit, et on va les détailler, mais que ça soit, je vais les mettre dans le désordre, que ça soit par le choix du club, le choix de la stratégie, qui est suivi, ça peut être par les coups d'essai qu'on met dedans, qui peuvent être techniques, rythmiques. Ça peut être par les pensées positives, le discours interne. Ouais, tellement important. Par la visualisation, le discours interne, la visualisation. Du coup, c'est tout ça qu'il faut arriver à trouver votre recette. Alors nous, on a les grandes lignes, on a nos façons de faire, et peut-être qu'un de nous trois pourra, et peut-être Seb qui le fait au quotidien, pourra exprimer peut-être sa routine, comment elle se passe. Mais ça sera la routine de Seb, avec les éléments qui font du bien à Seb, même s'il y a des choses qui sont très bons pour vous et qui sont peut-être pas bons pour vous. Mais il faut arriver, c'est à vous de les tester, de faire des routines et de mettre des éléments importants. Ça ne sert à rien de faire une routine pour faire une routine s'il n'y a que des éléments qui ne servent à rien, ou des éléments qui vont vous stresser, ou des éléments qui ne servent strictement à rien. Donc, c'est des choses que vous devez tester au practice, faire des routines quand vous tapez des coups avec un petit peu plus d'intensité, avec une cible, vous vous mettez vraiment dans des conditions, à l'entraînement bien sûr, et forcément pour arriver à un résultat où en compétition, c'est fluide et vous n'avez pas besoin d'y penser plus que ça. Toi, Seb, tu pourrais, là, comme ça, arriver à nous décrire, on va dire, sur le grand jeu, ta routine, qu'est-ce que tu mets dedans et pourquoi ? Ouais, moi, je vais déjà arriver et ma routine, elle va commencer, en fait, quand je me rapproche de la balle, parce que la première phase de ma routine, ça va être analyse de la situation. Donc, ça va être le lie de la balle, ça va être la distance, ça va être les éléments extérieurs type le vent, la température. C'est vraiment une analyse très globale mais précise de la situation. Ensuite, je vais définir une cible par rapport à cela et à la situation. Ensuite, je vais visualiser. Alors moi, comment est-ce que je visualise ? Moi, je vois vraiment comme le top tracer. Il y a des gens qui voient des couloirs, il y a des gens qui voient des points. Moi, je vois comme le top tracer sur la télé. Donc, je vois la trace de la balle, là où elle part, la hauteur, la courbe. Ça m'arrive de voir aussi l'ombre du top tracer, de la voir au sol, faire cette trajectoire. Et ça, déjà, tant que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas aller plus loin. Moi, ça, c'est la vraie première grosse étape. C'est d'avoir, dans un premier temps, conceptualisé et dans un deuxième temps, de l'avoir visualisé. Une fois que j'ai fait ça, la dernière partie de ma routine, elle est très libre. Parfois, j'ai envie de faire 1, 2, 3 coups d'essai. Parfois, j'en fais pas. Parfois, je fais juste un tout petit swing d'essai. Mais là, je me sens beaucoup plus libre parce que je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose de physique qui, si ça se trouve, va me faire perdre le coup en plus. Je pense qu'il est bien plus important que je l'ai programmé plutôt que je l'ai véritablement ressenti. Ça, je reviens directement sur le point que tu as dit justement avant que j'intervienne. C'est ma manière de faire. Ce n'est pas la manière de faire. Parce qu'il y en a autant qu'il peut y avoir de golfeurs. C'est vraiment, moi, la partie physique au putting, on en a déjà parlé avec Antoine, moi, elle va peut-être se faire juste avec un petit mouvement de main. Mais par contre, je me vois en visualisation faire le putt déjà avant. Donc, en fait, je l'ai déjà fait. Donc ça, bon, bref, je pars pas trop loin. On parle des grands jeux. Et ensuite, une fois que j'arrive devant la balle,
Du coup, c'est d'activer le plus rapidement possible, avec toujours mon image du top tracer que j'ai en tête, justement, pour atteindre ma cible. Tout au long de ces 3 étapes, voilà exactement là où j'allais en venir, tout au long de ces 3 étapes, le plus important va être mon discours interne. C'est-à-dire dans un discours interne qui est tourné vers le positif et qui est tourné vers ce que j'ai à faire, et non pas à ce que je n'ai à pas faire. Ça, c'est vraiment, selon moi, primordial. La manière de se parler, si jamais je me dis il faut surtout pas que je la foute à droite, de toute façon je suis nul, je la mets tout le temps à droite sur ce trou, il faut quand même pas être surpris que la balle elle finisse par aller dans l'eau en fait, s'il y a de l'eau à droite. C'est presque CQFD quoi. On vient de prouver pas à nous-mêmes qu'on est nul, on vient juste de prouver à notre cerveau qu'il fonctionne. C'est soit aller dans l'eau, soit aller 50 mètres à gauche en compensation. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que la balle aille au milieu si on ne lui a jamais parlé du milieu en disant « c'est ma volonté d'aller là-bas ». Et je pense que dans tous les éléments que tu as dit, pour moi, le discours interne, primordial. C'est quasiment le seul qui est commun à tout le monde, où c'est hyper important et que c'est primordial. Le reste, bon, la visualisation, ça reste quand même un aspect important aussi. Mais il y a des personnes qui font plus justement du ressenti physique plus que de la visualisation. Il y a de tout. Mais alors le discours interne, ça, c'est une certitude que c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler parce que il est souvent pas bon. Il est souvent, parfois, il est inexistant et vous vous rendez même pas compte. Et parfois il est surtout très négatif pour le coup à jouer. J'y pense là, ça vient de tilter. Pour celles et ceux qui ont déjà fait des entretiens d'embauche dans leur vie. Alors j'ai la chance de jamais en avoir fait. Mais ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations, par exemple quand je faisais de la prospection pour du sponsoring, compagnie. Quand vous arrivez en pensant que vous n'êtes pas préparé, que vous le sentez pas, et que ça se passe et que ça s'est bien passé, vous avez toujours considéré ça comme presque un miracle. C'est exactement la même chose pour le golf. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très mal préparé votre entretien, vous pouvez vous sentir mal, et que ça se passe bien, ça c'est un miracle et vous l'avez toujours ressenti comme. De temps en temps, vous arrivez très bien préparé, tout va très bien, tout selon vous se passe très bien dans l'entretien, et pourtant vous n'avez pas le job. Et ça c'est le golf. C'est-à-dire que vous n'avez aucune chance, enfin, si c'est un miracle, si ça se passe bien, si vous vous êtes mal parlé avant ou vous ne le sentiez pas, ou vous n'étiez pas dans le truc. Par contre, vous allez ressortir de l'entretien heureux même si vous n'avez pas eu le job. Le résultat est dissocié de votre sentiment si l'entretien s'est bien passé et que vous étiez bien préparé en amont. Et le résultat, après, il ne vient pas de vous. Donc c'est ça ce qu'on appelle se détacher du résultat. Oui, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas parce que vous allez faire tout parfaitement que ça va forcément découler sur un résultat parfait. Ça peut arriver de taper ça arrive plus souvent d'ailleurs que l'inverse. On tape des très mauvais coups alors qu'on a mis tout ce qui était en notre possession pour taper un bon coup. Mais au moins, donnez-vous toutes les chances de le faire. Donnez-vous tous ces éléments-là. Et puis, je trouve ça même intéressant, ce travail-là à faire. Je trouve on est tout le temps en train d'essayer de taper des balles, d'essayer de mieux taper. Mais il est important de construire une routine. C'est sympa. C'est sympa d'essayer de trouver les petits éléments. Moi, j'ai toujours bien aimé me dire, tiens, je mets ce petit truc-là, je sens que ça m'aide. Puis je mets ça. C'est et de la puis cuisine. Et j'essaie de vraiment mettre tous les petits ingrédients pour revenir sur la cuisine, pour arriver à faire le meilleur gâteau possible. Et ça, je trouve que c'est intéressant et c'est pas d'une perte de temps. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire même quand vous n'êtes pas au golf, même quand vous êtes en déplacement, quand il fait froid. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont vachement sympas à faire et qu'il faut en prendre conscience parce que si vous ne faites pas quelques-uns des éléments qu'on a cités, ça devient très compliqué de pouvoir bien jouer et surtout d'appréhender les situations qui vont vous confronter à vous-même ou à vos peurs et du coup vous allez avoir beaucoup de mal à passer outre et à faire des bons coups dans ces situations-là. Ouais, il faut tout simplement enlever le plus de doutes possible et pour moi la routine de jeu qui est une routine donc technique, une routine mentale parce qu'il y a plusieurs aspects de la routine de jeu, c'est de ne pas avoir de doute lorsque vous préparez votre coup, tout simplement. Si vous n'avez pas de doute,
Vous allez forcément faire des meilleurs coups que si vous avez un doute. Encore une fois, on revient à la notion d'engagement qui reste assez proche de ça, quoi. Et le doute, malgré tout, vous en aurez toujours. Ça nous est tous arrivé de taper des coups. Je dis à tous, je parle de nous trois, mais je parle aussi de toutes les personnes qui nous écoutent, de taper des coups en ayant un doute. Par contre, on a quand même pris une décision, on s'est engagé, comme tu dis, et c'est par ce discours interne dont on parle énormément aujourd'hui, positif du début à la fin et construit, en fait, sur des choses précises et positives, pas dans le sens tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, dans le sens sans utiliser de négation, de je ne veux pas aller là, mais de dire je veux aller là. Donc quand c'est tourné de manière positive, c'est ça en fait qui va pouvoir être ensuite votre béquille sur quelque chose qui a aussi été beaucoup évoqué dans les questions. C'est quelque chose qui va être votre béquille vis-à-vis des pensées négatives à l'adresse. Parce que ça, on a tous les golfeurs du monde ont des pensées négatives à gérer à l'adresse. Il n'y a pas de Tiger, il n'y a pas de tout le monde. Ça, enfin, j'en ai jamais parlé avec Tiger Woods, mais je ne peux pas croire que quelqu'un de normalement constitué au niveau du cerveau puisse ne pas avoir de pensées négatives quand il est à l'adresse, même s'il a parfaitement clôturé sa phase d'information et sa phase de conceptualisation et de visualisation du coup. Le putt, juste un putt gauche-droite, en se disant, je voyais une vidéo il y a quelques jours de Padraig Harrington qui en parlait justement d'un tout petit putt, là où il s'est dit, ça serait con d'ouvrir la face. Mais un tout petit putt, il avait 2 pieds et demi. Un tout petit putt, il s'est dit, tiens, ça serait con d'ouvrir la face, il faut que je la joue un peu par la gauche parce que le putt fait gauche-droite. Et il a dit, comme par hasard, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un pull, donc je l'ai raté à gauche. Donc, alors qu'on parle... la négation, on est dans le ne pas. Ouais. Le ne pas. Et ça, c'est le pire que vous puissiez alors avoir. Que vous pouvez avoir toutes les pensées négatives du monde, si derrière, dans le quart de seconde qui suit cette pensée négative, vous vous raccrochez à quelque chose de positif, ça va le faire. J'ai putté plein de fois dans ma carrière des putts là où, très franchement, j'étais absolument certain, on en a parlé plein de fois Antoine, absolument certain que j'allais le rater. Mais c'était certain. On m'aurait dit, ne le putte pas, tu vas faire 2 putts, tu vas jamais la rentrer. J'aurais dit, ouais, je suis d'accord, je prends la balle, je me casse. Et ce qui m'a toujours permis, on va arriver sur un point qui est important pour moi aussi, en plus du discours interne, c'est ce qui m'a toujours permis enfin toujours non, ce qui m'a souvent permis de passer au-delà de ces pensées négatives à l'adresse, c'est dès le début du coup, donc de la phase d'analyse, c'est l'acceptation du fait que je puisse déjà me gourer, je peux me tromper de décision déjà, je peux rater le coup, ça fait partie de ce jeu, c'est-à-dire qu'on ne va pas taper que des bons coups, et si c'est un putt, en fait, ce qui nous a fait énormément progresser au putting, il y a eu notre travail technique, mais ce qui a aussi tout changé, c'est quand j'ai compris que j'avais le droit de rater un putt, aussi court soit-il. C'est que ça fait partie du jeu. C'est l'acceptation totale que moi, mon taf, c'est pas de mettre la balle dans le trou. C'est de tout faire pour la mettre dans le trou. Tout le travail en amont. Et dès que le putter il a commencé à bouger, ou dès que le club il a commencé à bouger, c'est fini. C'est... Aléa Jacques Taest. Tiens, Jules César, les dés en sont jetés. Le résultat doit pas être un objectif en soi. C'est surtout ça derrière. Encore une fois, on est tous omnibulés par le résultat. Ça doit pas être l'objectif. L'objectif, c'est de construire votre routine correctement. Votre mais c'est humain, je trouve que. Oui, c'est humain, mais c'est humain, mais c'est le rapport qu'on a au résultat qui est pas bon en fait. C'est le rapport quand le résultat nous prend, et pour reprendre le début de l'épisode, quand le résultat nous prend et qu'on craque entre guillemets. Là, il nous a bouffé. Par contre, je me souviens de parties, très basses, là où moi, justement, la seule chose qui m'a animé de toute la journée, c'est désosser le parcours. Et j'avais un score en tête. Et c'était vrai. Et il n'y a que le score qui m'a animé. Il y a des joueurs pour qui n'être que dans le plaisir et ne pas penser au résultat, c'est impossible de les faire performer avec ça. Et des joueurs, à l'inverse, là, effectivement, tu leur parles de résultats, ils sont complètement paumés, alors que si tu les mets que dans le plaisir, tout va bien se passer. Ça va être le rapport que tu as au résultat. Et déjà, le rapport au résultat change de manière drastique le jour là où tu as accepté que ce résultat, tu ne le maîtrises pas et qu'il peut être mauvais, voire très mauvais. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est ce côté absolument incontrôlable du score.
Par contre, on peut contrôler la manière dont on pense, on peut contrôler la manière dont... Enfin, contrôler, oublions encore ce mot. On peut travailler sur la manière qu'on a d'appréhender les coups, de décider ou pas si on va réagir à un bon coup comme à un mauvais coup. Ça va être dans tout ça et dans ce travail d'acceptation totale du côté très volatile du jeu qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on ne maîtrisera jamais. Et moi, c'est intéressant ce que tu dis sur la partie score. Moi, je sais que j'ai travaillé beaucoup pour essayer que le score ait moins d'impact sur moi, mais pourtant, ça faisait partie de mon énergie et de ce qui me faisait du bien pour bien jouer. Donc, c'était assez paradoxal parce que d'un côté, parfois, c'était trop. Mais d'un autre côté, quand j'avais pas ça et que j'étais que dans le plaisir, par exemple, j'étais beaucoup moins bon dans l'action, beaucoup moins dans la motivation, j'étais beaucoup moins dans l'envie. Et je sais que ça a toujours été difficile pour moi de trouver le juste milieu, mais que les meilleures parties que j'ai jouées, j'ai joué dans les mêmes conditions que tu disais, c'est-à-dire à l'envie de chaque trou d'aller chercher un coup de moins, d'aller désosser avec un score en tête. Et en sachant qu'il te reste 12 trous et tu te dis je suis moins 5 après 6, il reste 12 trous, c'est 1 par 71, je peux faire 59 et puis t'y vas. Et t'es animé par le score. Et pourtant, quand j'ai eu des moments où j'ai fait des mauvaises parties, que j'ai mal joué et que j'ai pu en parler aux différentes personnes avec qui j'ai travaillé sur l'aspect mental, ils me disaient « Ah bah oui, mais c'est parce que là, tu étais trop dans le score, donc du coup c'est pour ça que t'as pas bien… » Et c'est le rapport que tu avais au score sur ces parties-là. C'est-à-dire quand tu es plus 2, pourquoi est-ce que… Donc on rappelle quand même que Kevin était professionnel, c'est pour ça qu'on plus 2, c'était pas un bon score. Quand tu es à plus 2, en fait, c'est un rapport au résultat que tu n'acceptes pas de faire au-dessus du par. Ou d'être plus 2 sur un parcours facile. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es plus 2 sur un parcours facile et que tu te frustres ? Tu fais un bogey. Et là, tu te dis même, en fait, à plus 2, je t'ai pas si mal. Et là, tu as refait un bogey. Tu es plus 4. Donc, tu peux faire une très bonne fin de partie et au final, quand même être mécontent de ton score parce qu'en fait, tu as eu un rapport au score qui était incohérent tout le long de la partie parce tu te jugeais sur le parcours sans cesse vis-à-vis de ça. Et qu'en plus, après, ça peut toucher ta personne et tu peux te sentir comme quelqu'un de nul juste parce que tu as fait un mauvais score. Donc, c'est tout le rapport au score, en fait, qui passe absolument par l'acceptation de ce score qu'il n'est pas maîtrisable. Et comme le disait très bien Antoine, c'est vraiment de se concentrer sur les choses qu'on peut faire et se dire pour pouvoir justement rentrer dans… peut-être dans de la performance, mais dans de la performance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ouais, et trouver ce qui est au fond de nous anime un peu cette flamme. Qui t'allume la bougie, quoi. Oui, c'est ça. Et là, tu vois, en expérience personnelle et avec le recul, effectivement, il y avait cette envie de score, il n'y avait pas assez d'acceptation. Et en fait, il y a un moment, je me suis fait bouffer par le score. Et en fait, ma seule moyen de m'enlever de tout ça, ça a été justement une acceptation, mais peut-être à outrance, sur le fait d'essayer de retrouver du plaisir. Et en fait, tu te mélanges, tu pars un peu dans tout. Et en fait, la formule, elle ne marche plus. Donc, c'est arrivé, je pense avant tout, c'est d'avoir un discours interne positif, ça c'est sûr. Arriver à trouver les axes de motivation qui sont les tiens. Et en même temps, arriver à ce que quand ils ne fonctionnent pas, qu'il ne soit pas dévastateur pour toi non plus. Parce qu'il y a des moments où en fait, tu te dis ça c'est bon pour moi. Mais en fait, de le faire dans des moments où tu n'y arrives pas, ça peut être aussi dévastateur. Donc c'est là, à ce moment-là, où il faut arriver à travailler aussi sur cette acceptation. Moi, je sais que de relativiser, c'est encore un autre mot qui peut aller avec acceptation, mais qui est un peu différent. Mais le fait de relativiser m'a beaucoup aidé à mieux scorer, à mieux gérer des situations délicates sur le parcours et parfois de rattraper des parties qui étaient en train de m'échapper. Qui pendant d'autres parties de ma carrière faisait que je m'écroulais parce que je n'arrivais pas à la rattraper. Et ça, le fait de relativiser me permettait de re-switcher une partie qui était en train de mal tourner. Et c'est toujours, parfois on le fait inconsciemment, c'est le fait de se dire on fait un 9 trous horrible. On dit, de toute façon, là, c'est fini, c'est bon, ça ne sert plus à rien. Puis tu fais un 9 trous, le meilleur 9 trous de ta carrière juste derrière. C'est dommage d'en arriver jusque-là,
pour arriver à relativiser. Si tu arrives très rapidement à remettre, on va dire, l'église au milieu du village. Ouais, c'est les choses dans son contexte, en fait. Dans son contexte, forcément, ça te permet d'être plus réactif sur un parcours pour pouvoir peut-être faire tourner cette partie de la bonne façon ou limiter l'impact négatif sur cette partie. Tu as fait une nuance de mots qui, du coup, me fait penser à une nuance de mots de l'acceptation. Il faut faire très attention. Acceptation est absolument pas synonyme avec résignation. L'acceptation, c'est pas accepter le fait que je sois nul. C'est pas ah bah oui, de toute façon, c'est sûr que je vais la mettre dans l'eau vu que c'est pas un mot négatif. L'acceptation, c'est un mot qui est très positif. L'acceptation, c'est véritablement je vais focaliser mon attention seulement sur les choses là où j'ai un impact. Et ce qui est sûr, c'est que l'attitude, le discours interne, la routine, ma capacité à prendre une bonne décision sur un coup et ma capacité à avoir le choix après un mauvais coup ou un bon coup de réagir. Voilà, ça fait partie de ça. C'est pas de la résignation. C'est très souvent un mélange, ce que tu viens de dire. C'est beaucoup de personnes. Les gens prennent la résignation pour l'acceptation. C'est-à-dire, j'accepte que voilà, je suis que pas de toute bon, façon, je suis pas bon, qu'aujourd'hui ça a je- mal se passer, qu'aujourd'hui ça va bien se passer, etc. et ça n'a rien à voir. La résignation, elle vous emmène en bas, hein, c'est sûr. Hein. De baisser les bras, de toute façon, ça vous emmène en bas. L'acceptation, c'est vraiment, il faudrait qu'on arrive à faire une petite phrase un peu cash là, comme ça. L'acceptation, ça serait OK, il y a plein de trucs que je maîtrise pas. Par contre, moi, je vais me défoncer pour tout ce que je peux faire et comment je peux être. Enfin, je sais, accepter que même en faisant tout ça, ça produira pas forcément le résultat que j'attends, mais au moins j'aurais tout mis en place pour arriver à faire ce que je peux de mieux aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai fait mon maximum. Aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais parce que le nombre de parties où on sort de la partie ou le soir et on se dit en fait c'est con parce que j'ai bien fini. Tiens, si je m'étais pas énervé là, ou si je m'étais un peu plus accroché, ou là si j'avais pas balancé le coup sans réfléchir, parce que toutes ces petites choses là c'est des regrets. Et si on arrive à chaque partie à ne pas avoir de regrets sur les choses qu'on pouvait contrôler, sur les choses qu'on pouvait mettre en place pour être performant, il y a beaucoup moins de frustration, il y a beaucoup moins de mauvaises choses qui se mettent dans votre golf, et c'est là que votre mental il progresse. Il progresse chaque jour par des petites pierres, par des petites choses que vous faites, que vous mettez en place, et par des parties où vous lâchez pas, des parties où vous arrivez à les faire retourner, parce que tout ça, c'est des expériences qui font que vous devenez plus fort. Et ça, pour que ça se produise, il faut pas tout envoyer balader dès que ça se passe pas comme vous voulez. Et très important, selon moi, d'avoir un petit carnet spécifique, justement, à votre attitude. Moi, je suis très fan des petits carnets, même encore pas des notes dans le téléphone, mais vraiment d'apprendre l'effort d'avoir du papier et un crayon. Et vous pouvez décider, en fait, de chaque jour de vous noter sur la manière dont vous avez appréhendé le parcours, la manière dont vous avez réagi. Ça peut être une note sur 10. Si les notes, ça ne vous parle pas, vous ne le faites pas. Mais par contre, de noter, par exemple, c'est vrai qu'il y a quand même 3 coups aujourd'hui. Je les ai particulièrement réussis. Tiens, je vais essayer d'écrire et de décrire le plus précisément possible comment je me suis senti et ce que j'ai dit dans ma tête. Et au bout d'un moment, vous allez trouver en fait un espèce de tronc commun à tous vos bons coups. J'ai respiré à ce moment-là. J'ai mieux visualisé, et je visualisais plutôt en imaginant un couloir plutôt qu'un top tracer comme Seb en parlait. Et puis, comment est-ce que je pourrais définir l'émotion dans laquelle j'étais ? Je crois qu'on peut dire que j'étais calme. Ça veut pas dire, ça c'est pas forcément la recette que vous allez trouver, mais en tout cas, de commencer à trouver des similitudes entre tous vos bons coups. Et vous pouvez aussi noter quand ça n'a pas été bon. En fait, et de dire dans quel trou je me suis enterré, quelle est la pelle que j'ai utilisée pour creuser encore plus loin mon trou. Est-ce que je touchais ma propre personne en disant je suis nul, je suis un bon à rien, je m'entraîne pour rien. Ça peut être ces mots-là, tout comme ça peut être j'ai eu un problème au boulot, j'ai jamais réussi à me concentrer. Mais de trouver en fait les choses qui sont des signaux d'alerte pour vous quand vous êtes peut-être sur la voie d'une mauvaise partie. Et par contre aussi de savoir quand même quels sont les ingrédients que vous avez pour faire la meilleure journée possible. Et d'avoir, je pense, ce plaisir à progresser dans ce secteur, d'arriver en fait quand il y a un coup et puis vous sentez que vous êtes stressé, que vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous sentez toutes ces choses-là, d'arriver à poser sur pause et vous dire
Ouais, ok, je suis stressé. Ok, ouais, je me sens pas bien. Ouais, c'est normal, j'ai peur. Mais c'est normal, tout le monde a peur. Ok, c'est pas grave. Parfois, on se réfugie, on se cache en se disant non, j'ai pas peur, on se débarrasse du coup, etc. Accepter le fait d'avoir peur et se dire ok, maintenant j'ai peur. Qu'est-ce que je peux arriver à mettre en place? Quelle routine j'ai l'habitude de faire pour faire un bon coup? C'est ça l'acceptation. J'arrive pas à m'empêcher de te couper la parole tellement tu viens tellement c'est ça l'acceptation. C'est ok. Je suis ok avec ça en fait. Je suis ok avec le fait d'avoir peur et là tu le disais avec les tripes, c'est pour ça que ça me rendait fou de te couper la parole. Mais c'est ok, je suis ok avec tout ça. Mais maintenant qu'est-ce que je mets en place? C'est ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir peur. Tout le monde a peur. Et comme disait Seb, on parlait de Tiger sans savoir que c'était Tiger, mais tous les joueurs ont peur à un moment ou à un autre sur le parcours, peu importe leur niveau de jeu. Par contre, plus les joueurs sont à un haut niveau, plus ils ont des armes en face pour contrer, pour arriver à se remettre en confiance, pour arriver à mettre des choses en place pour taper un bon coup. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de stress. Et si vous attendez de ne plus avoir peur et de ne plus avoir de stress pour bien jouer au golf, vous n'y arriverez pas. Il faut arriver à en prendre conscience, à bien vouloir l'accepter au moment T, pas après, parce qu'après, c'est entre guillemets avec une bière après la partie, c'est plus facile et ça n'a plus d'impact. Où c'est important, c'est au moment où vous êtes en train de jouer, vous êtes là et vous vous dites « Ok, là, tout de suite, maintenant, j'ai peur d'aller là, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça, ça va pas, si je pense à tout ça, c'est des choses qui sont pas bonnes. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je me rappelle des tontons golfeurs, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est là que je pense à eux et que j'essaye de mettre ma routine en place que j'ai travaillé et j'essaye de faire étape après étape. Et ça se trouve, ça ne fonctionnera pas, mais vous aurez mis tout en place pour arriver à le faire et ça se trouve, ça sera le prochain coup que vous ferez mieux grâce à ce que vous avez mis en place là et pas être ah bah j'ai loupé, ça sert à rien tout ce que j'ai fait, non mais je le referai plus, j'ai perdu du temps. Non, c'est chaque petite étape qui font qu'à un moment ou à un autre vous devenez un meilleur golfeur. Messieurs, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de développer là autour du mental, c'est super. Il y a également une question qui avait été posée notamment sur la préparation physique et le rapport avec la préparation mentale. C'est Sébastien Gandon qui est un de nos amis pros qu'on peut citer du coup, mais effectivement c'était quoi? C'était le rapport. Est-ce que la préparation physique peut être une bonne préparation mentale? Voilà, moi je trouve que cette question elle est hyper intéressante parce que je pense que pour forcément être bon dans le physique, dans ce que vous faites, ça va forcément vous faire travailler votre mental. Dans le physique, lorsque vous faites un effort, vous allez être au bout d'un moment face à un échec. Et je pense que c'est cet échec, la réaction à cet échec qui va vous permettre d'être bon et de progresser dans ce que vous voulez faire. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ce qui fait que vous allez devenir meilleur, c'est quand vous allez être face à l'échec. Au contraire, trompez-vous, échouez dans quelque chose. Après, c'est juste cette réaction à cet échec qui vous permet. Donc, lorsque oui, je suis en capacité physique, je pense être en capacité physique d'arriver à certains endroits, et quand, comme par hasard, quelques jours après, je refais et j'arrive à aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, c'est qu'au bout d'un moment, le physique progresse certes, mais je peux vous assurer qu'en termes de mental, c'est quelque chose qui vous pousse à aller encore plus loin. Donc la préparation physique, pour moi, est un atout majeur, est un atout extrêmement important sur le travail de la préparation mentale. Et la préparation physique, pour en avoir fait pas mal de façons différentes, en fonction de aussi la préparation physique que tu fais, te pousse dans tes retranchements et te forge un mental de combattant. Tu es obligé d'être combatif, tu es obligé de ne pas abandonner, tu es obligé de mettre des choses en place et avoir un discours positif. Quand tu es en train de rouler depuis 70 km en vélo ou que ça fait 25 bornes que tu cours, si tu n'as pas un discours positif et que tu te dis « je suis nul, de toute façon, j'y arriverai pas », tu fais 2 pas, tu t'arrêtes. C'est évident. Donc, il y a évidemment toute cette préparation physique qui t'aide à repousser tes limites. Il y a des personnes, il y avait Johanna par exemple qu'on avait accueillie sur un épisode qui disait que elle, ça lui avait permis vraiment le sport de faire sa préparation physique mentale pour elle, pour forger son mental. Je pense que ça marche pas pour tout le monde. Je pense que tout le monde n'arrive pas forcément à aller dans ces retranchements-là au niveau physique parce qu'il faut quand même des grosses intensités pour pouvoir le faire. Mais je pense que ça peut être une question qui est… Après, je laisserai Seb rebondir sur la question, mais qui peut être lue de 2 façons. C'est aussi, est-ce que la préparation physique, est-ce que plus on est en forme physiquement, plus on est bon mentalement sur le parcours. Et je pense que ça a un impact aussi. Plus on est frais
physiquement sur un parcours, plus on va avoir les idées qui sont claires, plus on va pouvoir mettre des choses en place dans notre routine justement et au moment déterminant parce qu'on a de l'énergie, parce qu'on n'est pas fatigué par le reste du parcours, par le fait que ça fasse 3, 4 jours, 5 jours de suite qu'on joue et ça plusieurs semaines de suite. C'est toutes ces choses-là qui font que le physique, oui, c'est pour taper fort, mais c'est aussi pour pouvoir être frais au moment opportun pour avoir un meilleur mental et pouvoir utiliser les armes qu'on connaît et qu'on a citées pour être meilleur sur le coup à l'instant T. Ouais, je peux que acquiescer avec ce que vous avez dit. Je rebondir sur ce que tu viens de dire, toi, Kevin. Je pense que, comme on en a parlé, le côté mental du jeu, il passe par un organe qui s'appelle le cerveau. Le cerveau, il fait partie d'une entité qu'on appelle le corps humain. Et que plus le corps humain est en bonne santé, donc préparé physiquement, bien alimenté, bien hydraté, ça permet souvent de bien dormir et du coup d'avoir le cerveau qui est déjà le plus apte possible à fonctionner de la meilleure des manières. Peu importe les capacités intellectuelles de chacun. Kevin. C'était une blague. Je ne l'ai pas pris pour moi. Mais en tout cas, donc, plus le corps est en bonne santé, plus le cerveau a de chances de bien fonctionner si en plus de ça, on lui donne les bonnes choses à manger, à lui aussi. Ensuite, dans le côté préparation physique, je pense que ça va beaucoup avec ce mot un peu fourre-tout qui est très beau de base, mais qui est maintenant complètement fourre-tout, comme le mot préparation mentale. C'est que ça développe aussi beaucoup les habiletés de résilience, en fait, justement, effectivement, de jamais rien lâcher. Et c'est surtout de toujours trouver un process différent pour pouvoir aller vers le résultat escompté. C'est-à-dire que si... je ne suis pas un expert dans les programmes différents de préparation physique et compagnie, mais pour réaliser un mouvement, il peut y avoir déjà d'abord des limites. On peut se rendre compte qu'on n'y arrive pas et continuer à faire sans cesse un peu la même chose, la définition de la folie selon Albert Einstein, de faire sans cesse la même chose en espérant un résultat différent. Soit on peut se rendre compte qu'il y a des limitations au niveau des hanches qui font que du coup on n'arrive pas à faire ce mouvement, donc du coup le travail va passer d'abord par du travail de kiné, et puis ça n'a pas fonctionné, donc peut-être qu'il faut aller voir un ostéo et de sans cesse se reposer la question pour pouvoir faire mieux un mouvement, ce qui ressemble quand même aussi un petit peu à de l'entraînement golfique, donc ça a du sens. Et de toute façon, plus on va développer justement une capacité d'abnégation et de résilience justement dans de la préparation physique, ce qui souvent, vu que ça nous pousse dans des retranchements physiques, du coup on est obligé un petit peu de s'endurcir mentalement pour passer la douleur physique. C'est sûr que c'est un point qui peut aider sur la préparation mentale. Ce que j'aime aussi dans le côté préparation physique, dans la question de est-ce que ça peut être une bonne préparation mentale, c'est simplement aussi qu'il y a des personnes qui sont complexées par leur corps et que simplement le fait de voir leur corps évoluer va leur apporter de la confiance. Je suis persuadé qu'il y en a énormément même qui font ça, même à très haut niveau, qui font beaucoup de préparation physique sans que ça ait beaucoup d'influence sur leur jeu de golf. Parfois même c'est contre-productif, mais ils se sentent mieux en fait. Déjà, ils projettent une image qu'ils acceptent mieux et qu'ils arrivent mieux à se projeter au milieu d'un environnement peut-être craintif. Par exemple, je le vois sur des personnes qui ont pu évoluer passer du Alps Tour au Challenge Tour, sans citer de nom, au Challenge Tour au Tour européen, qui avaient du mal à se projeter au milieu de joueurs qu'ils connaissaient, qu'ils avaient l'impression, en plus la télé ça a tendance un peu, pas grossir, mais rendre plus imposants les joueurs, etc. Ils avaient l'impression que ils étaient pas armés physiquement pour aller se projeter au milieu de ces gens-là. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup de travail pour se sentir mieux, tu te sens mieux dans ton corps, tu es plus confiant et du coup tu es prêt à aller t'opposer à ces gens qui te paraissaient plus impressionnants avant de faire cette préparation. C'est un très bon point ça aussi pour la confiance en soi. Au-delà de la préparation mentale pure, pour la confiance en soi, la prépa physique est très importante aussi. On a évidemment beaucoup parlé comme on en a l'habitude. On essaye je vois deux aspects, deux choses qu'on n'a pas citées mais qui peuvent être réunies en une seule question. On termine là-dessus. Oui. Sur garder une bonne humeur malgré un mauvais niveau de jeu ou réaction à un mauvais coup. Qu'on peut mettre un petit peu ensemble. Malgré je me permets tout de suite, la bonne humeur, elle vient d'en fait une décision de est-ce que mon seul curseur c'est la performance ou est-ce que c'est de me balader sur 35 hectares
et de taper une balle de golf du mieux que je peux, sachant que c'est pas forcément mon métier, sachant que je suis peut-être même un handicap élevé, et que et en fait, ça, encore une fois, on en revient sur l'acceptation déjà de l'acceptation du côté complètement imprédictible du jeu. C'est imprédictible ou imprévisible. On ne sait jamais comment une journée va se dérouler. On ne sait jamais comment un parcours va se dérouler. C'est super long. Je ne veux pas être méchant, mais l'immense majorité des golfeurs s'alimentent et s'hydratent très mal sur le parcours, voire pas, ce qui est presque pire que mal, parce que du coup, il n'y a rien qui est apporté au corps. Donc déjà, il y a ça aussi qui va jouer sur le côté très clair des choses qui se passent dans le cerveau, si on est sous-alimenté et déshydraté. Donc du coup, en fait, les réactions, elles ont tendance à arriver au fur et à mesure de la partie et pas très très rapidement. C'est pas qu'une question de j'ai un sac à dos qui s'est accumulé avec des mauvais coups que j'ai mis à chaque fois dans mon sac à dos. C'est aussi une question que le corps, il est plus préparé à bien jouer. En fait, il est même plus préparé à bien jouer. Donc s'il n'est pas préparé à bien jouer, il n'est pas préparé à bien penser. Donc on peut être de mauvaise humeur sur le parcours simplement parce qu'on tape des mauvais coups. Alors que quand on le dit, t'imagines, juste parce que tu tapes des mauvais coups de golf, t'as une mauvaise humeur. Ça paraît indécent. C'est juste des coups de golf, ça va en fait. C'est pour ça que j'allais rebondir là-dessus, sur ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à l'acceptation et aussi à relativiser. C'est deux choses, je pense, qui peuvent vous aider à garder cette bonne humeur sur le parcours, malgré le fait que personne n'est content de mal jouer. Ça, on en est tous conscients. Hein. Quand tu fais une sale partie, t'es pas content. Voilà. Mais il y a différentes façons de le voir. Et je pense que, encore plus quand c'est pas ton métier, je pense qu'il faut vraiment que tu te recentres sur le côté plaisir et le côté pourquoi tu joues à ce jeu à la base. Et de garder une bonne humeur au moins avec les partenaires qui sont autour de toi, je pense que c'est nécessaire. Si tu veux pas te retrouver à jouer tout seul le reste de l'année et que tu es sympa que quand tu joues bien. Donc ça, je pense que la bonne humeur sur le parcours, elle vient seulement de relativiser le moment, relativiser ce qu'est le golf et de l'accepter que ça se passe parfois bien, parfois mal, mais ça ne veut pas pour autant que tu passes un mauvais moment et qu'il faut arriver à trouver des éléments qui te font passer un bon moment, d'être avec tes potes, de ne pas être au boulot, de regarder le paysage, voilà, toutes ces choses-là. Et après, sur la partie réaction à un mauvais coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient « il ne faut pas s'énerver, il faut pas… » Je pense que c'est propre un petit peu à chacun, comment tu as besoin de réagir à un mauvais coup. Ça peut être de l'intérioriser, ça peut être au contraire de pousser un cri, je ne suis pas pour, mais en tout cas d'extérioriser pour que vraiment ça sorte et puis après hop, tu passes à autre chose. Et ça peut être le fait de te calmer, de rester un peu dans ta bulle et d'essayer un petit peu de te recentrer sur les choses que tu as à faire pour le prochain coup. Je pense que chacun a des façons de réagir différentes. Moi, j'avais plutôt tendance à intérioriser. Antoine, peut-être plus extérioriser. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais je ne pense pas qu'il y ait de meilleure option. Je pense qu'il y a vraiment l'option qui vous convient et qui vous permet surtout d'être le plus performant pour le coup suivant le plus rapidement possible. Et si au passage vous pouvez ne pas faire chier tous vos partenaires et la moitié et prendre une amende, c'est encore mieux. Sans citer Tyrell Hatton. Non, mais voilà. Mais entre les deux, en tout cas, je pense qu'il faut arriver à trouver comment tu as besoin d'exprimer. Et parfois, c'est aussi le bon coup. Parfois, le bon coup a besoin d'être extériorisé ou intériorisé. Voilà, les réactions au bon coup ne sont pas faciles. On voit souvent après un trou en un, etc., des personnes qui font un double derrière, etc., parce qu'ils ont mal réagi aussi à un très très bon coup ou à quelque chose qui leur sorte d'un peu de leur routine. Donc, vraiment essayer de trouver sa façon. On peut, si on s'énerve intérieurement ou même un tout petit peu à l'oral et que ça dure 5 secondes et qu'après ça vous aide à être hyper performant pour le coup d'après, moi je suis pas contre. Par contre, bon, les coups de gueulante, les cris d'oiseaux, les noms d'oiseaux, les trucs, etc., les lancers de club, ça c'est… Ouais, mais moi je préfère ça qu'un mec qui se plaint toute la partie. Ouais, mais ça fait partie aussi moi, le côté se plaindre toute la partie, c'est un peu mais t'es qui en fait pour croire que tu vas maîtriser le jeu de golf ou que tu vas taper que des bons coups? Tu fais que te plaindre, change de sport en fait, t'as rien compris au golf. Si tu fais que te plaindre et que tu t'attends sans cesse à ce que le golf te donne, il faut changer de sport. Parce que le golf, il te donnera jamais rien. Jamais.
Donc chaque bon coup, chaque bon coup doit presque être vécu, je dis pas comme un miracle, mais comme quelque chose qui est pas normal. Une balle de golf, c'est tout petit. Un club de golf, il parcourt énormément de distance entre le démarrage du swing et le moment de la frappe. Il faut la toucher au bon endroit, avec la bonne inclinaison de face, pour aller toucher une cible qui nous est peut-être emmerdée par des hautes herbes, de l'eau et du vent. Bon, c'est super dur. Donc chaque bon coup, en soi, chaque bon coup de n'importe quel joueur, c'est presque un miracle. Donc faire taper des coups moyens ou des mauvais coups, mais en fait, on est qui pour croire qu'on ne va pas en faire? Ouais. Et puis, je pense que surtout, la personne avec qui tu joues, on n'en a strictement rien à faire que tu sois en train de te plaindre de ta partie toute la journée. En plus de ça, c'est néfaste pour lui parce que parfois, tu peux sortir. Moi, je me souviens de personnes en tournoi, tu sais, qui se plaignaient des greens parce que le mec, il puttait mal, il loupe un petit putt et toi, tu as un petit putt à putter derrière. Il vient de dire les greens, ils sont horribles, ils tiennent pas la ligne. Enfin, c'est que des pensées que toi, en fait, t'ingères alors que t'as rien demandé, quoi. Garde ton truc pour toi dans ta tête. T'as pas besoin de sortir des réflexions comme ça qui peuvent être néfastes pour les autres. Donc déjà, première chose dans les réactions de coups, essayez de pas gêner les personnes avec qui vous jouez. C'est le première marque de respect que vous pouvez avoir et d'étiquette. Après, à vous de trouver la façon qui va être le plus bénéfique pour vous pour taper le meilleur coup après ce coup-là. Ouais. Ça vous va? Très bien. Bon, écoutez, un épisode encore très intéressant où j'ai pris plaisir à échanger avec vous, mes deux amis avec des S cette fois. Est-ce que vous auriez des petits livres à conseiller, vu que je sais que ça nous a été demandé, mais je trouve que c'est vraiment un des secteurs dans lesquels il y a les choses les plus riches potentiellement? Alors ça va être plus pour les personnes qui nous ont pas écouté sur d'autres épisodes où on a pu en citer. Mais je parle vraiment spécifique, là, préparation mentale. Ouais. Moi, il y a ceux de Bob Rotella qui me viennent tout de suite à l'esprit, et Objectif 54 aussi, qui sont les livres que j'ai le plus retenus. Antoine, toi... Moi, sur le peu de livres que j'avais lus autour de la préparation mentale et même d'une façon générale, il y avait celui de François Ducasse et de Makis qui était champion dans la tête, et également celui de François Ducasse qui lui a été mon préparateur mental, celui qui m'a accompagné malheureusement qui est décédé, qui était La boîte à outils du performeur et de l'entraîneur. Voilà, c'est deux livres sur la préparation mentale qui m'avaient énormément aidé et qui m'ont fait beaucoup de bien pour la suite de ma carrière. Donc je vous encourage à les acheter, vous pouvez les trouver assez facilement. Cliquez, avec le code promo Antoine Schwartz, 10%. Non, pas à ce point-là. Et toi, Seb? Moi, ça va être des bouquins qui sont pas golf. C'est des bouquins qui sont pas golf parce que je pense que tu l'as très très bien dit à un moment dans l'épisode. C'est souvent parce qu'on va bien qu'on arrive à bien jouer au golf. Donc c'est des bouquins qui sont plus généralistes. Genre 50 nuances de grey. C'est ça? Alors ça c'est pour mon coiffeur, ça, 50 nuances de grey hair. Non, il va y avoir en 3, je vais remonter pour les livres. En 3, ça va être Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Ça, c'est très intéressant vis-à-vis de l'acceptation et de la compréhension de ce que représente un échec et l'image qu'on a dessus. En 2, ce qui me vient à l'esprit, c'est encore un livre très généraliste qui est un best-seller mondial qui s'appelle L'Alchimiste de Paolo Coelho. Ça, c'est juste pour avoir une vision un petit peu plus de la capacité à prendre de la hauteur aussi sur les choses. Et le long voyage que peut être la vie, mais aussi le long voyage que peut être la préparation mentale. Enfin, le golf, pardon. Et ensuite, en 1, forcément, si on parle de livres et de comment on se situe par rapport aux autres, par rapport à la vie et à une partie de golf, c'est de très très loin mon livre préféré, qui a souvent été lu quand les gens étaient petits, mais qui ne le lisent plus après, alors que c'est le meilleur bouquin du monde. C'est Le Petit Prince, qui est un livre là où on retrouve absolument tout, qui est brillant d'actualité, alors qu'il a été écrit il y a quand même un paquet d'années. Vu que c'est Antoine de Saint-Exupéry qui est mort depuis un sacré bon petit paquet de temps qu'il l'a écrit, et je pense que c'est un des livres références qu'on devrait même étudier en classe longtemps, tous les ans et jusqu'à la fin de notre vie, parce que le bouquin change systématiquement à chaque fois qu'on le lit par rapport à nos sensibilités, et ça fait beaucoup progresser en fait de se sentir mieux
en dehors du golf pour ensuite se sentir bien sur le parcours. Et n'ayez pas peur, si vous avez des nœuds au cerveau, il faut aller voir des gens dont c'est le métier. Donc, quand on a mal quelque part, on va chez le médecin. Et ben, c'est pareil pour le cerveau. On a la chance d'avoir été proche de ce milieu psychologique, voire psychiatrique. C'est pas des gros mots, même si psychiatre, ça fait toujours bizarre de le dire, mais c'est pas des gros mots en fait. C'est juste quand on a des nœuds au cerveau ou des problèmes, la meilleure manière de les traiter, c'est avec quelqu'un. Et il faut avoir l'humilité en fait de se dire qu'on ne sait pas tout, qu'on peut pas tout contrôler et qu'il y a des gens qui ont fait des études pour ça pendant plusieurs années pour justement pouvoir aider les gens. Donc faut pas avoir peur de ça. Nous on est éduqués à ça depuis très jeune, mais il y a aucun mal à aller voir quelqu'un pour aller mieux. Ouais, et c'est des belles paroles pour finir cet épisode. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Prendre soin de vous, ça vous aidera, que ce soit au niveau physique ou mental, ça vous aidera forcément à être un meilleur golfeur et une meilleure personne aussi. Donc voilà. Donc, je vous souhaite à tous des bonnes parties de golf, en espérant qu'on a pu vous aider dans ce 29e épisode destiné au mental. Un grand merci à vous deux, un merci à nos sponsors, un grand merci à Wally Clubmaker pour toute l'aide au niveau des montages et vidéos et au niveau du développement des tontons golfeurs. Grand merci moi de mon côté, de notre côté, je présente à Callaway et Odyssey pour leur soutien depuis le début de cette aventure. Et bon, bien évidemment, nous remercions Golf Planet, notre partenaire média 100% digital, 100% gratuit. Vous pouvez télécharger l'application pour pouvoir aller regarder à chaque fois le dernier article, la dernière nouveauté, que ce soit pour du matériel ou les résultats sportifs, ou bien évidemment, vous inscrire à la newsletter pour avoir toutes les infos golfiques le lundi matin et les infos aussi des tontons golfeurs. Je vais te laisser clôturer, Antoine, ce coup-ci. Oui, écoutez, voilà, encore merci d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous soutenir. Continuez à nous envoyer tous vos messages sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Bref, on a besoin de votre soutien parce que ça nous permet d'avancer et surtout d'être remonté aussi haut dans les différents podcasts qui existent. On vous laisse bien évidemment. Non, je vais le refaire parce que je suis fatigué. Ouais, pas de souci. En fait, je suis désolé, je te l'ai un peu refilé comme ça. C'était juste vu que j'ai beaucoup parlé et j'ai clôturé, de le relancer comme ça, tu vois. Tu parles des réseaux sociaux, tu sais, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur toutes les plateformes. On est disponible. Mais va jusqu'à LinkedIn. Tu as dit LinkedIn et après tu dis juste la fin. Le reste, ça a l'air. Ouais, tu peux recommencer dès le début. Je relance. Donc là, dis-toi que je viens de dire et je laisse Antoine pour conclure. Bien, pour conclure, à nouveau, vous remercier toutes et à tous d'être aussi nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs sur l'ensemble des réseaux sociaux et de continuer à nous envoyer des messages. Vous voyez, ce genre d'épisode, bien évidemment, on le fait grâce à vous également. Et on continuera dans cette dynamique. Donc, encore merci à toutes et à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler à votre entourage. On est sur tous les différents réseaux sociaux, comme vous le savez, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Donc, on espère que vous continuerez à écouter nos podcasts et à vous faire progresser toujours plus. Messieurs, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée à vous aussi, si jamais vous nous écoutez, qu'il est le soir, ou une très bonne journée si vous nous écoutez le matin. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode des Tontons Golfeurs. Salut les gars!